faudrait qu'on prenne aussi, c'est un peu de couverture. Ça c'est léger, c'est pas la peine. La journée commence dans un local de l'association Salam à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Des bénévoles viennent chercher des affaires pour les migrants installés dans un campement de fortune monté sur la commune. Au mois de janvier 2015, on avait sur le camp, en janvier, on avait à peu près entre 60 et 100 personnes donc, sur le camp. Et là, c'est passé progressivement à 2500, 3000. Donc il faut pouvoir s'adapter aussi. Le camp se situe sur un terrain boisé inondable. Des centaines de personnes, pour la plupart kurdes de Syrie et d'Irak, s'y sont installées ces 2 derniers mois. Un afflux qu'il faut tenter de canaliser. Des trafiquants d'êtres humains se seraient infiltrés parmi les réfugiés. Les forces de l'ordre contrôlent toutes les personnes qui entrent. C'est galère quand même pour les gens. À l'intérieur, des tentes plantées dans la boue et entourées de déchets. Une décharge à ciel ouvert qui a été surnommée le camp de la honte et qui rappelle la jungle de Calais, à 40 km de là. Des conditions choquantes, d'abord pour les occupants des lieux. Cet homme nous explique qu'être venu ici pour fuir l'organisation État islamique, mais pas pour se retrouver dans une telle misère. Jamais on pourrait imaginer qu'en Europe, au XXIe siècle, il existe un endroit comme celui-là. Il n'y a pas d'endroit comme ça, nulle part ailleurs dans le monde. Des associations ont tiré la sonnette d'alarme, ce qui a permis de mobiliser davantage, notamment d'autres ONG, pour fournir des produits de première nécessité à des migrants qui, pour beaucoup, ne sont là qu'en transit. Londres étant la destination tant espérée. Non, des t-shirts et des gants. London. Ah, London. En attendant, il faut leur apporter un peu de dignité, une mission que devrait assumer l'État français, selon ses bénévoles. Ce qu'on fait, c'est l'État qui devrait le faire. Hein. Il se repose sur nous, l'État. Et c'est pas à nous de faire, c'est pas à la ville d'investir je ne sais combien de millions, etc. Quoi. On supplée à l'État. Pour l'instant, l'État a offert un peu de soutien, mais fait tout pour que ce camp ne devienne pas permanent. Ces humanitaires britanniques n'ont pas eu le droit de faire entrer sur la zone du matériel destiné à construire des abris plus solides. Ça, ce sont des équipements qu'on a dû faire entrer en douce parce que la police ne nous autorise pas à les avoir sur le site. Donc on les a fait entrer en les cachant et là, on les met dans le camion. La veille, une fusillade a eu lieu dans le camp entre 2 bandes de trafiquants présumés. Le niveau de sécurité ici pose question. Les migrants, comme les bénévoles, peuvent se retrouver pris pour cible. Pas de quoi faire renoncer Marcus Wells, l'un des volontaires britanniques. Depuis décembre, ce propriétaire de magasin de Bristol est venu plusieurs fois dans le camp. Il s'efforce de mieux comprendre ceux qui l'aident. Dans ces groupes de gens, il y a probablement 80% d'hommes jeunes. Quand Daesh contrôle un nouveau territoire, ces jeunes, dès qu'ils ont plus de 12 ans, doivent faire un choix, rejoindre Daesh ou mourir. Leurs parents leur disent de s'en aller. J'ai parlé à un jeune de 15 ans hier, son frère a 14 ans, et je lui ai demandé « Qu'est-ce que votre mère vous a dit ?» Ils m'ont répondu que leur mère avait dit « Partez ». C'est pour ça qu'ils sont tout le temps avec leur portable, qu'ils le chargent parce qu'ils veulent parler à leur mère, vous savez. Devant l'ampleur de la tâche, notamment pour mettre en place de meilleures conditions d'hygiène, d'autres organisations sont donc venues en renfort comme Médecins sans frontières. Depuis 3 semaines, des sanitaires supplémentaires ont été installés. Aujourd'hui, le camp dispose de 60 toilettes et de 48 douches, ce qui reste insuffisant pour plus de 2500 migrants. Les équipes médicales s'inquiètent par ailleurs de la présence de maladies qu'on voit très rarement en France. Les principaux motifs de consultation qu'on a au niveau de notre clinique, c'est dû aux conditions de vie ici. Donc c'est tout ce qui est maladie ORL, tout ce qui est rhinopharyngite, rhume, infection respiratoire. Après, on a aussi beaucoup de cas de gale en ce moment, qui reflètent aussi les conditions d'hygiène déplorables dans lesquelles vivent les personnes sur le site. Pour nous, ce qui est très préoccupant depuis la semaine dernière, c'est qu'il y a eu des cas de rougeole, aussi bien sur Calais que sur Grande-Synthe, et donc on va devoir lancer une campagne de vaccination, puisque la rougeole est une maladie extrêmement contagieuse et qui peut avoir des complications mortelles dans certaines situations. Pour améliorer l'accueil des migrants, un autre camp est en train d'être construit à proximité.
Il sera, lui, aux normes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une première en France. Ici seront érigées dans les prochaines semaines 500 tentes chauffées, des sanitaires, des cuisines, des lieux de vie, le tout raccordé à l'électricité et au sec. Médecins sans frontières finance le projet à hauteur de 2 millions d'euros. La ville de Grande-Synthe verse 500 000 euros. Quant à l'État et à l'Europe, ils n'accordent que très peu de fonds. C'est frustrant à un moment que nous, en tant qu'ONG internationale, habituée à travailler à l'étranger, sur des terrains de conflits, de catastrophes humanitaires, d'épidémies, on en soit amené à un moment à construire un camp de réfugiés pour 2500 personnes en France, qui est un des pays les plus riches du monde. Ça peut paraître effectivement à un moment surréaliste. À la mairie de Grande-Synthe, on a milité pour que ce nouveau camp voie le jour. Ça, c'est la carte de la ville. Le maire dit lui aussi se sentir seul face à cette situation. Damien Carême espère une aide plus importante de l'État et de l'Europe. Il indique aussi que le transfert des migrants vers le nouveau site ne se fera pas comme à Calais, où les autorités avaient fait évacuer et détruire des camps par la force. Qu'il soit pas loin, qu'il y ait un certain nombre de... Le déménagement du camp va se faire sans police. Je ne veux pas, moi, mettre les gens dans des fourgons de police pour aller les amener quelque part. Parce que, voilà, on n'est pas du tout... c'est pas une opération policière, le déménagement du camp. C'est pas un démantèlement, c'est un déménagement. Et il faut qu'on leur fasse comprendre, alors les ONG, les associations qui interviennent, qu'ils vont devoir bouger parce que les conditions de vie vont être meilleures à côté. Et puis moi, je ne peux pas avoir 2 camps sur ma ville. Je fais un camp pour l'ensemble des personnes qui sont sur ce camp-là. On n'aura pas de choix à faire au moment de rentrer. Mais là, après, moi, je demanderai l'évacuation de ce terrain-là. Donc je demanderai le démantèlement s'il restait des personnes dessus. Je pense qu'on arrivera à leur faire comprendre qu'ils ont... Ben voilà, c'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt humanitaire, dans l'intérêt de chacun, de déménager de l'autre côté. Mais le nouveau camp, de nombreux migrants n'ont pas tellement envie de le rejoindre. Auri est ici depuis 2 mois. Il a essayé 17 fois de passer en Grande-Bretagne, en se cachant dans des camions la nuit pour tenter de traverser la Manche. Il craint que l'autre site ne soit davantage contrôlé par la police. De 7 h du soir à 8 h du matin, le nouveau camp sera fermé. La police nous interdira de sortir. Et nous, on voudra sortir le soir pour essayer d'arriver de l'autre côté. Nous, on n'est pas venus pour rester là, dans le camp. L'un des amis d'Auri a réussi à passer de l'autre côté. Il avertit le groupe par téléphone. Un motif d'espoir qui pousse ces hommes à tenter une nouvelle fois leur chance et bien d'autres à rejoindre le camp de Grande-Synthe. Il est à Londres maintenant. La nuit dernière, il était avec moi et maintenant, il est là-bas.